Merci déjà à tous d'être venus sur le call. Évidemment, on aurait préféré, comme toujours, le faire en physique, surtout que le format Lunch and Learn est plus sympa quand on est tous en train de luncher ensemble. Donc, faute de ça, on va essayer d'apprendre des choses. Alors, comment ça va se diviser? D'abord, je vais tester étant donné qu'on va parler de la voix et du son, je vais tester que le son marche bien parce qu'il y aura beaucoup de vidéos et de petites bandes sonores. Donc, je vais lancer la vidéo et si l'un de vous peut me dire s'il entend bien le son, vous m'écrire dans le chat. Le son est très Oui, bien. on entend. Merci, ça marche. On va faire une pause. Ok, donc les petits soucis techniques sont réglés. Euh, Alors aujourd'hui, la raison pour laquelle on voulait aborder ce sujet de la voix, du son et des assistants connectés, c'est pour plusieurs raisons. La première, la plus importante, c'est que l'ouïe, chez l'humain, est le sens le plus instinctif et le plus réactif. Par exemple, on réagit 10 fois plus vite à un stimuli auditif que visuel. Notre cerveau, en fait, traite les informations soniques, auditives de manière plus subliminale que vraiment consciente. C'est pour ça qu'on peut, par exemple, écouter la radio en faisant quelque chose, alors qu'on ne peut pas lire en écoutant quelque chose, par exemple. Euh, et ces réactions subconscientes, elles sont responsables à 86% de la décision de s'engager ou au contraire de fuir une expérience. Donc, c'est un vecteur de connexion émotionnelle aux marques et aux produits. Voilà en intro les raisons pour lesquelles on abordait ce sujet. Alors, en termes d'agenda, pour l'introduction, c'était ce qu'on vient de voir. Il y aura une première partie où on va vous donner quelques chiffres sur le marché mondial, mais aussi français. Ensuite, on va parler d'abord du point de vue des consommateurs, puis du point de vue des marques, et un zoom sur l'industrie automobile. Et en deuxième partie, on a une présentation qui est faite par notre partenaire du jour, Oxygène, qui est une start-up qui fait de la synthétisation de voix, mais encore plus. Je ne vais pas trop en dévoiler. Ce qu'ils ont à présenter, c'est vraiment top, c'est génial. Il y a plein de trucs, c'est assez interactif, c'est très intéressant à mon sens. Donc, on va leur laisser 30 bonnes minutes pour bien vous raconter tout ça. Et à la fin, on résumera et on fera un question-réponse. On fera aussi une pause entre les deux parties si vous avez des questions avant de passer à la présentation d'Oxygène. Ok, donc comme je disais, on démarre par les chiffres du marché. Le marché de la voix. Quel chiffre, quel volume, quels acteurs et quel futur. Alors tout d'abord, c'est un marché mondial qui est, là je vous apprends rien, en plein essor. Il y a quand même quelques chiffres qui donnent le tournis. Actuellement, enfin en 2018, il y avait déjà 2,5 milliards d'utilisateurs d'assistants vocaux. Quand on parle d'assistant vocal, ça peut être smartphone, ça peut être les assistants de les home, les enceintes connectées, ça peut être dans une voiture, etc. Il y avait 2,5 milliards. En 2023 ou à l'horizon 2023, on estime qu'il y en aura 8 milliards, donc pratiquement autant d'humains sur la planète. Et ce marché va générer d'ici à 2 ans près de 40 milliards de dollars. D'où l'importance vraiment de bien le maîtriser et de bien anticiper. Alors un bref historique des assistants vocaux jusqu'à aujourd'hui. Ça a commencé vraiment en 2011 avec Apple qui a lancé Siri. Et ensuite, en 2014, avec le lancement d'Echo par Amazon, accompagné de l'assistant Alexa. Et 2 ans plus tard, c'est Google qui a suivi le mouvement en lançant son enceinte connectée Google Home. Puis 2017, Microsoft qui rejoint les GAFA. Et dernièrement, enfin il y a 2 ans, Apple qui crée son enceinte HomePod. Donc on voit qu'en 7 ans, ça c'est vraiment les grands groupes se sont emparés de cette technologie. Et en parlant de grands groupes, justement, c'est eux qui se battent sur le champ de bataille des assistants vocaux. Alors ici, on voit les acteurs. Donc, hormis Samsung, on voit que c'est encore une fois, comme dans beaucoup d'autres domaines, une bataille Chine-États-Unis, avec enfin, au moins 4 des GAFAM qui y sont. Et de l'autre côté, Alibaba, l'énorme groupe chinois de vente, enfin, à la base de vente par correspondance. On voit que leur assistant Aligeny est utilisé par 2 milliards d'utilisateurs, ce qui est plus encore que Google. Alors sur ce terrain-là, on peut essayer d'anticiper les gagnants, les perdants dans le futur. La grosse différence, c'est que les groupes américains étant américains, tôt ou tard, ils vont être confrontés quand même on verra pourquoi c'est important plus tard, à la crainte des consommateurs quant aux données personnelles.
Les groupes chinois n'ont pas ce problème, à moins que ça change, mais ça, c'est pas prévu. N'ont pas ce problème d'utilisation des données personnelles parce qu'ils ne demandent pas leur avis aux utilisateurs. Et si on revient un peu dans l'Hexagone, on voit qu'en France, le taux d'adoption est en forte hausse. Donc aujourd'hui, à 2020, on est à 15% de taux de pénétration des assistants connectés en France. On voit que ça a mis du temps à démarrer sur les 2 dernières années, mais là, c'est lancé. Et à 2025, on projette à 36%, soit 1 sur 3, donc ce qui est beaucoup. La courbe d'adoption en France, elle est typique de toutes les courbes d'adoption de technologie en France, c'est-à-dire un peu de retard à l'allumage ou un peu de temps au début par crainte. Et ensuite, une fois que c'est lancé, grosse adoption, comme pour beaucoup d'autres technologies. Et si on reste en France et qu'on regarde un peu dans le détail de l'audience, on voit que c'est une adoption multigénérationnelle, mais l'usage varie. C'est-à-dire que c'est une technologie qui est adoptée par toute typologie de population, mais dans l'usage, il y a de grosses variances. Et c'est intéressant de souligner que dans l'usage, donc quelqu'un qui utilise vraiment régulièrement les enceintes connectées, c'est le 35-49, voire les 50-64 qui l'utilisent plus en fait que les 15-24 ans. C'est-à-dire que le fait que les 15-24 ans vont installer l'appli, l'utiliser un peu au début et pas vraiment faire un usage répété, alors que les plus âgés qui ont une vie organisée ou qui essayent d'organiser leur vie ont un usage vraiment régulier. Et c'est intéressant de voir aussi les 65 ans et plus qui sont à 16%. Et la raison pour laquelle c'est bien adopté par les typologies d'audience un peu plus âgées, c'est que tout simplement, tout le monde a une voix, tout le monde peut parler. Il n'y a pas vraiment de savoir-faire technologique derrière ça. C'est pour ça que cette partie de l'audience aime à adopter vraiment cette technologie. On le voit dans les maisons de retraite où ça se développe pas mal, les enceintes connectées, notamment aux États-Unis. Et du coup, on se pose la question, quand est-ce que la bascule aura lieu, en fait, pour les foyers français? Donc là, c'est une étude de stratégie analytics qui a projeté un peu l'indication de l'adoption. Donc quand on dit adoption, ça veut dire au moins un assistant vocal dans 50% des foyers. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est le cas. Enfin, au Q4 fin d'année, ce sera le cas. Au UK, ce sera le cas fin d'année prochaine. Et on voit derrière que la France est avec l'Allemagne, le Canada, l'Irlande, un peu après l'Irlande et avec la Corée, par exemple, où à l'horizon 2023, fin 2023, on considère qu'il y aura un assistant vocal dans au moins 50% des foyers français. Donc, en résumé, une courbe d'adoption qui est peine à démarrer, qui est en essor, qui n'est pas encore complète. On est loin derrière les États-Unis et les UK, et le UK, mais ça arrivera en France d'ici, on estime, d'ici à 3 ans à peu près. Ok, donc on a fait le point sur le marché. Maintenant, on va prendre les choses du point de vue des consommateurs. Donc, qui sont les consommateurs qui utilisent ça? Qu'est-ce qu'ils en attendent? Qu'est-ce qu'ils en attendaient? Quels usages ils en font vraiment? Et quelle projection? Alors en fait, si on prend du point de vue de l'adoption des consommateurs, on note que la science-fiction dans ces dernières années ont vraiment influencé les attentes des consommateurs. Les possibilités qu'offrirait la voix sont bien biaisées par la vision qu'on en avait. Par exemple, ça a commencé en 68 avec Stanley Kubrick dans 2001, l'Odyssée de l'espace, où il y avait déjà un supercalculateur, un super ordinateur HAL 9000, qui, sans vouloir spoiler, prenait à la fin le contrôle du vaisseau et amenait l'équipage à sa perte, malheureusement. Donc, il y avait déjà une crainte, il y avait déjà une vision sur les possibilités, mais aussi sur les limites. Un peu plus tard, si on parle voiture, il y a eu la série K2000 où on voyait Kit qui interagissait avec les humains, qui vraiment avait la même voix qu'eux, pouvait réfléchir, pouvait prendre des décisions. Encore une fois, ça a projeté une image de la technologie embarquée qui, on le verra, sont bien loin d'être une réalité. Et enfin, plus récemment, dans Her de Spike Jonze, c'est un personnage, Joaquin Phoenix en l'occurrence, qui tombe amoureux de la voix d'une assistante vocale qui a une voix digitale, qui est la voix de Scarlett Johansson dans le film, mais qui est une voix qui n'existe pas. Donc tout ça, en fait, a posé un peu les bases de, quand on parle de voix, en fait, ce dont on parle, c'est l'association de la voix et de l'intelligence artificielle. Et ça a donné vraiment des espoirs ou peut-être une utopie pour les consommateurs qui, on le voit, finalement, en vérité, ont des attentes qui sont bien plus terre à terre. Et ces attentes, elles peuvent être groupées en quatre grands groupes. Tout d'abord, c'est l'utilisation de technologies pour préserver ou améliorer leur santé. Donc tout ce qui est calcul de l'activité, tout ce qui est nutrition, rythme cardiaque, etc. Mais aussi avoir plus de contrôle sur ce qu'on appelle le Internet of Things, donc tout ce qui est connecté, la montre connectée,
les chaussures connectées, la maison connectée, la domotique, etc. Et d'une autre part aussi, toujours approfondir leurs connaissances, donc faire des recherches plus simples, faire des requêtes simples à Google sur des informations. Et aussi, et très important, simplifier les relations sociales. Donc les messages vocaux, le fait de pouvoir appeler ses amis, le fait de tout le temps connecter à 100%. Donc on le voit, des attentes, ou plutôt des usages qui sont bien plus terre à terre que ce que l'intelligence artificielle aurait pu laisser penser. Et donc si on résume un peu et qu'on schématise la situation actuelle des consommateurs par rapport à cette technologie, ce qu'on voit, c'est cette ligne de crête en fait, qui est entre l'utopie, une utopie qui s'éloigne, ou qui semble s'éloigner, et une dystopie qui les inquiète. En gros, si on regarde, si on trie un peu ce qu'apporte la technologie en termes d'impact et d'intérêt, la projection, c'était que ça pourrait développer nos passions, donc avec un fort impact et un fort intérêt. Et la peur, c'est que ce soit juste du bruit ajouté au bruit, dans un univers déjà, comme on appelle, d'infobésité, où on est constamment sollicité. Et finalement, actuellement, on est un peu entre les deux. C'est-à-dire que soit ça sert à organiser la vie, à faire une liste de courses oralement ou ce genre de choses, ou se faire des reminders, ou soit c'est majoritairement pour les news, la météo, la bourse, les dernières infos, etc. Donc c'est ces lignes de crête un peu entre les actuellement sur lesquelles sont les utilisateurs. Et ces limites, elles sont bien identifiées dans les usages. Donc là, c'est un rapport de YouGov du mois dernier sur les objets connectés. Quand on demande aux Français quelles sont les barrières à l'adoption de ces assistants vocaux. Alors, hormis le coût d'achat, qui reste une barrière, bien sûr, les deux grands freins, c'est d'un côté le piratage, la cyberattaque, donc la peur de l'intrusion de pirates, et de l'autre côté, la data, la confidentialité des données qu'on peut céder à ces assistants vocaux. Ensuite, c'est besoin d'être connecté et l'électricité et Internet en même temps. Alors, on va vous montrer une première vidéo qui, bien sûr, est caricaturale, mais qui illustre pas mal ces limites. Please, Jess. Plain Jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're going to do one more. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open door. Repeat back. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Get over the door. Open the door. Wrong Open the door. error. Area with a rock. Open door. Open door. Fire. Clear volume. Donc voilà pour une illustration un peu par l'absurde des limites de cette technologie. Alors si on résume un peu à quoi doit ressembler l'assistant, pour les consommateurs, à quoi actuellement devrait ressembler l'assistant idéal, c'est un peu un majordome digital finalement. C'est un peu un médecin de famille qui a à la fois les informations de santé et qui peut nous conseiller sur les bons usages, à la fois un parent qui nous connaît et qui sait comment nous protéger, mais aussi un meilleur ami, donc quelqu'un à qui on se confie, un espèce de confident qui peut aussi nous divertir, un partenaire avec qui, par exemple, participer à l'éducation des enfants, mais aussi un assistant personnel qui organise notre vie, et enfin un animal de compagnie qui répond bien au doigt et à l'œil. Donc en gros, si on illustre, c'est un peu être le Alfred de Batman dans notre vie, dans nos vies de super-héros. Donc voilà pour les consommateurs. On va voir maintenant du point de vue des marques, quels usages, quels intérêts, quels challenges aussi cette technologie représente. Alors en fait, si on résume un peu le branding, en gros, ça revient à connecter une marque émotionnellement avec des consommateurs, comme le dit le CMO de Mastercard. Et on a vu au début comment justement cette technologie permettait de se connecter émotionnellement aux consommateurs. Alors pour développer un peu ce thème, on va aborder ou réaborder trois notions
clés. Donc tout d'abord la notion de brand building, puis la notion de pareidolie et de uncanny valley. Donc au-delà des mots un peu barbares, on va voir pourquoi en fait tout ça travaille ensemble. Donc le brand building, je pense que tous ici on a au moins une notion de ce que c'est. Donc ça consiste à l'association positive à une marque. Et en fait, on sait, donc on a bien tout l'historique et les connaissances derrière l'association visuelle qu'on a avec une marque, un logo, une couleur, une signature, etc. Mais on n'a pas forcément le même point de vue sur l'interaction vocale. Et pourtant, elle offre finalement le même potentiel pour les marques de créer ce lien émotionnel. Et même plus fort quand on a vu l'association qu'on faisait auditive plutôt que visuelle. Par exemple, alors là, il y a un peu d'études et un peu de légende marketing. Une chose vraie, c'est que le Unilever avait embauché un sound designer pour revoir le croquant de ses glaces, donc le bruit que fait la pellicule de chocolat quand on mange un Magnum. Coca-Cola a fait une étude de neuromarketing sur le bruit que fait le Coca quand on les verse sur les glaçons frais, où il y aurait une espèce de réflexe pavlovien du consommateur qui anticiperait déjà la fraîcheur, le plaisir, la joie, etc. Donc au-delà du caractère un peu anecdotique, c'est vraiment, ça fait réfléchir sur l'importance justement d'avoir un univers sonore, comme on a un univers visuel de marque, vraiment attribuer à la marque une personnalité, non seulement visuelle, mais aussi sonore. Par exemple, quand on parle de tone of voice d'une voix, on pense ton écrit, on ne pense pas forcément à voice en elle-même, quelle voix devrait incarner la marque. Et la raison pour laquelle c'est important de développer la personnalité de la marque de manière auditive et visuelle, c'est cette notion qu'on appelle la pareidolie. Donc tout le monde connaît la notion, peut-être pas le nom. C'est le fait d'attribuer à un stimulus visuel informe et ambigu un élément clair et identifiable. Donc, quelques images pour illustrer, c'est le fait de voir des visages souvent et partout, là où objectivement, il n'y en a pas. Donc ça arrive, ça le fait à tout le monde. Et du coup, que la marque le souhaite ou non, le consommateur attribuera immédiatement une personnalité à une marque, à un visuel. Et cette association sera difficile à déconstruire a posteriori, car pas vraiment rationnelle. Ça vient de cet héritage de l'évolution qui vaut donc pour le stimuli visuel, mais également auditif. Le bruit, encore une fois, que fait une canette de coca quand on l'ouvre, le bruit d'un moteur d'une marque de voiture, etc. etc. Donc d'où l'importance d'avoir vraiment une identité claire, distinctive, différente, non seulement visuellement, mais aussi de manière sonique. Et la limite à ça, la limite à ce développement d'une personnalité via des stimuli, c'est la notion qu'on appelle de uncanny valley, qui est vallée dérangeante en français. En fait, c'est une notion qui a été développée par un roboticien japonais qui a remarqué qu'au fait, beaucoup d'utilisateurs sont plus à l'aise devant soit une voix qui est clairement identifiée comme celle d'un robot, soit une voix qui est vraiment humaine. Alors ça marchait pour la vision, pour le physique, mais ça marche aussi pour la voix. En gros, on voit dans le schéma qu'il y a un certain taux d'acceptabilité qui est lié au réalisme. Si je sais que c'est un robot, que ce n'est pas réaliste, je peux lui attribuer la personnalité d'un robot. Si je sais que c'est un humain, je peux lui attribuer la personnalité d'un humain. Donc, au fait, il y a un certain degré de réalisme qui est nécessaire. Au-delà de ce certain degré de réalisme, on est plus à l'aise. Mais dans les deux, dans ce qu'on appelle cette uncanny valley, on est un peu dérangeant, voire terrifiant. D'où l'importance d'avoir, et on verra avec Voxygène tout à l'heure, vraiment du réalisme dans la synthétisation de la voix. Alors, pour terminer sur les marques et pour résumer un peu, cette technologie doit permettre aux marques de s'intégrer sans être intrusif. C'est souvent ce discours-là qui revient, mais pour la voix, c'est vraiment plus important. C'est une opportunité pour parler aux consommateurs, mais aussi vice-versa, donc instaurer un dialogue. Mais pour ça, il faut d'abord identifier les pain points du parcours consommateur que la technologie permet de solutionner. Donc répondre à un besoin précis sans créer ce bruit inutile que l'utilisateur fuit. Alors on va voir comment justement quelles sont les marques qui le font bien. Pardon. Et avec des petites illustrations. Donc ça commence par une pub assez marrante de Pringles qui est passée au Super Bowl 2019 l'année dernière. I'm stacking cheddar, jalapeno, and sour cream and onion. The spicy nacho stack.
How many Pringles flavor stack combinations are there? 318,000. Sadly, I'll never know the joy of tasting any, for I have no hands to stack with, no mouth to taste with, no soul to feel with. I am at the mercy of a cruel and uncaring. Cool, play Funky Town. There's a Pringle stack for everyone. Sort of. Deuxième utilisation, c'est Diageo avec le Johnny Walker. Donc on voit là, pardon, avec Johnny Walker Black Label. On va voir comment là c'est vraiment un usage intéressant qui est fait du produit en lui-même et non pas juste pour une communication. Let's say you have some friends over. To shake things up, just say, Alexa, open the bar. Welcome to the bar. It's like a personal bartender, except you don't need to tip. Let's start with a classic. Old fashioned coming right up. Start with the sugar. Add ice. Pour in the whiskey. Stir patiently. Garnish with the orange zest. Cheers. And for friends that don't know what they want, it can even find something for them. Would you like something sweet or sour? Sweet. Looks like you're in the mood for a cosmopolitan. Just mix, shake, twist, strain, peel, flame, and serve. Oh, look at you, Mr. Bartender. Just say, Alexa, open the bar to start making cocktails. Alexa, I feel like a vodka martini. Do you like that shaken or stirred? Et troisième et dernière illustration, là c'est Google. On va voir qu'ils ont utilisé donc la possibilité qu'offre la voix de connecter émotionnellement avec une créa qui elle aussi est très orientée émotion. Moi personnellement je trouve génial. Hey Google, show me photos of me and Loretta. Remember, Loretta hated my mustache. Remember, Loretta loved going to Alaska and scallops. Show me photos from our anniversary. Remember, she always snorted when she laughed. Play our favorite movie. Remember, I'm the luckiest man in the world. Come on, boy. Donc voilà, trois illustrations assez différentes, mais assez intelligentes de l'utilisation qui peut être faite de la technologie de la voix pour les communications. Alors maintenant, parlons un peu de l'automobile et de l'industrie et comment l'industrie s'approprie cette technologie de la voix. Alors en gros, le challenge pour les constructeurs, il est divisé en trois grandes parties, je dirais, qui sont l'utilité avant le loisir. Pour la France, une adoption, comme on a vu avant, qui est cadencée. Et enfin, se rendre compte que le chemin vers l'adoption, justement, sera long. Commencer par la notion d'utilité pour les consommateurs. Alors, ce que montre ce graphique, c'est une réelle attente de la part des consommateurs, mais finalement un usage qui reste pour l'instant limité. Donc, si on regarde les usages qui en sont faits actuellement, en vert, comparé aux usages que les consommateurs prévoient de faire d'ici à 3 ans, on voit quand même un gros écart. Donc, l'usage majoritaire qui en est fait dans une voiture, c'est la musique et le GPS, en gros, à 77%. Et ensuite, c'est l'intégration avec les autres systèmes, donc la maison, la montre connectée. Je précise que là, les données et l'étude est faite pour le global. Et on voit qu'à 3 ans, toutes ces fonctions sont bien plus évaluées. C'est-à-dire que les consommateurs disent actuellement, je fais ces usages-là, mais dans 3 ans, je pense que je développerai vraiment tous les usages. Ça ira jusqu'à réserver un entretien au garage,
faire du shopping, donner du feedback sur la voiture et utiliser l'assistant automobile d'une manière bien plus large. Donc cette dichotomie entre usage actuel et usage à 3 ans. Et donc, finalement, cet usage à 3 ans, il reste vraiment prometteur, où l'étude dit que d'ici à 3 ans, plus de 50% des consommateurs s'attendent à pouvoir utiliser d'assistants personnels, y compris vocaux, à tout moment pour accéder à de l'information depuis leur véhicule. Bon, bien sûr, c'est du déclaratif et c'est d'ici à 3 ans, mais ça donne quand même un horizon. Le deuxième challenge, et on va venir sur la France, c'est cette fameuse adoption cadencée qu'ont les Français. Alors là, c'est de l'étude YouGov du mois dernier qui montre que l'automobile n'est pas le secteur qui a la priorité dans la tête, dans l'esprit des Français actuellement pour l'utilisation des enceintes connectées. Le premier, c'est le multimédia, donc assez logiquement, parce que c'est de là que ça vient. Le deuxième, c'est l'électroménager, donc four, frigo, etc., connecté. Et le troisième, à égalité bien sûr avec l'automobile, c'est la maison, donc tout ce qui est domotique, etc. Et en quatrième vient l'automobile, la santé, le bien-être, etc., etc. Donc on voit que pour l'instant, ce n'est pas la priorité d'avoir une voiture connectée. En revanche, si on regarde les variations démographiques, elles sont assez claires, elles sont assez utiles à savoir, en fait, parce qu'on voit que les familles avec enfants sont plus promptes à franchir le pas. Donc, parmi les 58 Français, comme on a vu tout à l'heure, qui déclarent être intéressés par les objets connectés dans leur véhicule, au-delà du fait que 64% sont des hommes et 53% des femmes, 67% ont un ou plusieurs enfants. Et ça se traduit dans l'étude des segments d'âge, avec les 45-54 ans qui sont intéressés à 27%, et à 26% des Français qui ont déjà un ou plusieurs enfants et qui comptent s'équiper. Donc l'intérêt pour nous, pour les marques automobiles, de se dire, en fait, c'est la cible qui achète des voitures neuves, donc une cible familiale, qui voit le plus d'utilité à cette connexion. Donc il y a vraiment une opportunité dans cette audience qui va se développer dans les années qui viennent. Mais le challenge pour les constructeurs automobiles, ça reste ce fameux chemin vers l'adoption. Alors ce graphique-là, il est intéressant parce qu'en fait, il montre la vision biaisée et la surestimation qui est faite par les constructeurs automobiles de la vitesse d'adoption des utilisateurs. Alors très simplement, on a envers les réponses des exécutives de l'automobile et envers plus clair la réponse des consommateurs quand on pose la question sur la gauche, pensez-vous que les assistants vocaux actuellement comprennent bien les besoins des consommateurs et font les bonnes suggestions? Quand on demande à quelqu'un qui est de l'automobile, à 80%, ils répondent oui. Mais quand on demande aux consommateurs, ils répondent oui seulement à 59%. Donc il y a quand même cet écart de perception entre l'industrie automobile et les vrais consommateurs. C'est la même chose quand on demande est-ce que vous pensez que les assistants vocaux continuent de s'améliorer? C'est la même chose quand on demande est-ce que vous considérez que les assistants vocaux font bien des réponses dans le contexte? Donc ça, ce biais, il est plutôt normal, ça n'arrive pas que dans l'industrie automobile. C'est pareil dans les médias, on a toujours une vision biaisée de l'adoption des médias par les vrais consommateurs, entre guillemets. Et bien là, la vision biaisée, elle arrive aussi pour l'industrie automobile. Et donc, si on doit résumer et donner la marche à suivre pour les marques auto, en fait, tout simplement, c'est un chemin qui doit être progressif. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, et là on est aujourd'hui, il faut s'ancrer vraiment dans les usages des consommateurs, c'est-à-dire qu'il faut éduquer les consommateurs tout d'abord sur ce problème de la privacy, des données personnelles. Quand tout ça est fait, quand on les a éduqués, entre guillemets, à l'usage, il faut aller chercher de la personnalisation. On a vu tout à l'heure l'importance d'avoir une espèce de majordome virtuel qui nous connaît et qui est fait pour nous. Tester ça sur un micro-segment, donner aux assistants une personnalité unique qui correspond bien sûr à la marque et s'assurer que ce soit pertinent dans un contexte. Et enfin, troisième étape, c'est intégrer cette technologie dans l'automobile à tous les autres touchpoints de ce réseau connecté, donc la maison, les montres, les téléphones, etc., etc. Vraiment construire cet écosystème sur le long terme. Voilà les 3 étapes pour les marques d'automobile. Alors, on a mis 2 exemples parce qu'en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que l'utilisation actuelle de la voix se fait, bien plus dans les communications que dans les produits automobiles eux-mêmes. On a 2 exemples. La première avec Buick et deuxième avec Mercedes. Nice. This is the new Buick? I think you mean the new Alexa. It's a Buick. It's an Alexa? Check it out. Alexa, turn on the outdoor lights.
Okay, that's cool, but I'm pretty sure it's a Buick. Clearly an Alexa. Alexa, get directions to the 818 grill. Getting directions. It's a Buick. First ever Buick Encore GX. Available with Alexa built in. Nice Buick. It's an Alexa. Now get nearly $3,300 purchase cash on the 2020 Encore GX. Ask Alexa. Tell me about Buick SUVs. Donc là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez risqué quand même parce que la marque Buick associe complètement son véhicule avec la marque Alexa, même pas avec la marque, avec Alexa. En lisant les commentaires autour de cette pub, il y en avait un qui était assez drôle, qui disait « Même Buick eux-mêmes ne sont pas fiers de faire des Buick ». C'est donc vraiment un dommage pour la marque qui, à mon sens, n'est pas maîtrisée ou au moins très, très risquée. Deuxième exemple, c'est la pub Mercedes. Make the putt. Change color? Tear up ticket. Find the cat. Make it rain. Change the music. Let's see, get help. Use the rocket. Free will. If only everything in life listened to you like your new A-Class. Hey, Mercedes. How can I help you? Change color. Make it cooler. Play my music. The A-Class, starting at $32,500. Big Q logo. Donc là, on voit que la pub montre tout ce qui peut être fait, entre guillemets, avec la voix dans la vraie vie et que finalement, une fois dans la voiture, c'est plus du gimmick qu'autre chose. Voilà deux illustrations. Alors, maintenant qu'on a bien parcouru tout cet univers, on va voir quels en sont les enseignements et si on doit apporter des infos clés. Donc, on a vu, en ce qui concerne le marché, que le marché est en plein essor, y compris en France, malgré une phase d'adoption qui était plus longue qu'ailleurs, que les consommateurs recherchent la pertinence de cette technologie, ce fameux équilibre entre utilité et intrusion. Pour que mon assistant vocal soit utile, il faut qu'il me connaisse bien, mais d'un certain côté, je suis quand même réfractaire à donner des infos sur moi. Donc, c'est trouver ce fameux équilibre. Et pour les marques, on se doit bien sûr saisir cette opportunité. On a vu pourquoi, on a vu comment ça renforçait le brand building, mais toujours de manière raisonnée. On a aussi vu les limites. Et enfin, le secteur automobile. On voit que les constructeurs ont tendance d'un côté à surestimer la capacité et la vitesse d'adoption des utilisateurs, et surtout à vouloir utiliser cette technologie, surtout dans leur communication, plutôt que pour montrer les produits en eux-mêmes. Et on voit encore une fois cette limite entre ce qui peut être fait et ce qui est vraiment utile. Voilà pour la partie TNP.